À Moscou, en 1920, des délégations des partis ouvriers de tout pays assistent au deuxième congrès de l'Internationale, où siège un bureau permanent chargé d'élaborer, d'organiser et de coordonner la stratégie de la révolution mondiale. Trotsky est particulièrement attentif à la situation allemande. Déjà en 1919, la social-démocratie alliée à l'état-major a noyé dans le sang l'insurrection spartakiste et assassiné leurs leaders Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. En 1923, c'est à nouveau l'espoir chez les révolutionnaires allemands. Trotsky, de toutes ses forces, sonne l'alarme. Il sait créer en Allemagne une situation révolutionnaire. Il faut préparer l'insurrection. Il a été suivi et l'insurrection a été minutieusement préparée, techniquement, politiquement. Et finalement, comme nous le savons, cette insurrection n'a pas eu lieu, en partie parce que la direction de l'Internationale, celle du parti allemand, peut-être parce qu'elle ne s'y était pris trop tard, ont reculé devant le geste décisif, comme Zinoviev et Kamenev l'avaient fait en 17, reculer devant l'insurrection. Et c'était ce recul, le fait que l'insurrection a été décommandée, constituait alors une défaite morale très importante. Et là aussi, Trotsky a été le premier à mesurer la portée de ce recul, qu'il critiquait, qu'il n'approuvait pas, mais pour lequel il n'avait pas eu la possibilité de jouer un rôle direct, puisque le parti russe avait repoussé la proposition que les Allemands avaient faite d'envoyer Trotsky sur place en Allemagne pour diriger l'insurrection. De ce nouvel échec, la classe ouvrière allemande ne se relèvera pas. Déjà à Munich, l'ombre noire se dessine. Après le fiasco de 1923, il devenait évident que la révolution était pour longtemps isolée en Russie. Donc il fallait vivre, il fallait tenir, et c'est à ce moment-là que Staline a inventé son socialisme dans un seul pays, et c'est à ce moment-là que s'est trouvé posé le problème de la dégénérescence de la révolution isolée dans un pays pauvre et arriéré. Chargé de la réorganisation des transports et de l'économie, Trotsky est à l'apogée de sa popularité en 1922. Certains lui reprochent son manque de sociabilité. Il est vrai qu'il est souvent guindé, un peu distant, ne pratiquant pas le tutoiement couramment utilisé, et tolérant mal que l'on fume en sa présence. Il est préoccupé par le relâchement qui se manifeste de plus en plus à la tête du parti. Malgré son état maladif préoccupant, Trotsky multiplie ses activités, ce qui lui laisse peu de temps pour sa vie familiale. Natalia, de son côté, participe activement à la promotion des œuvres d'art. Ses deux fils font partie des Komsomol. Quant à ses deux filles, qu'il revoit de temps à autre, elles sont comme leur mère des militantes actives. Il est au Kremlin, dans l'aile Cavalier, un rez-de-chaussée où ils ont quelques petites pièces, ça donne directement sur la salle où se réunit le bureau politique. Il arrive que les gamins tombent contre la porte, que la porte s'ouvre, qu'ils roulent dans la pièce du bureau politique. En face, il y a Staline. Alors, il y a des problèmes parce que Staline rentre tard le soir et comme il est paresseux, il se fait mener par sa voiture jusqu'à sa porte, donc il réveille tout le monde. Et les Trotsky protestent en disant, à partir de 10h du soir, les voitures ne doivent pas rentrer dans le Kremlin. Bon, des problèmes de voisinage, comme tout le monde. En dépit de quelques points de divergence, Trotsky reste très proche de Lénine, qui lui propose de former un bloc contre la bureaucratie montante. J'ai été à 50 cm de Lénine et à 50 cm de Trotsky. Et tous les autres étaient là. Tout le gratin du parti était là. Trotsky ne disait rien, il écoutait. Quand on le mettait en cause, il écrivait. Il écrivait constamment. Quand on le mettait en cause, il levait la tête, son porte-plume en l'air, et se remettait à écrire.
Toute son attitude est une attitude d'effacement. Et pourtant, il était mis en cause à chaque instant, par les uns et par les autres. Mais il était soutenu par Lénine. Soutenu par Lénine, avec derrière lui Staline, qui ne laissait rien échapper de l'activité de Trotsky. Staline est nommé secrétaire général du parti en avril 22 à la suite d'un congrès au cours duquel il ne dit pas un mot. C'est une fonction qui apparaît essentiellement comme une fonction d'organisation du travail de l'appareil et qui ne peut pas avoir de fonction éminemment ou essentiellement politique dans la mesure où, pour tout le monde, il existe un dirigeant du parti qui est Lénine. Sauf qu'à partir du moment où la perspective, disons, d'élargissement de la révolution s'éloigne après la défaite militaire en Pologne, la défaite de la révolution allemande, etc., l'appareil est amené à prendre une place qu'il n'avait pas avant. L'appareil d'État, d'abord, et puis l'appareil qui contrôle l'appareil d'État, celui du parti ensuite. Et donc c'est parce que l'appareil s'élève au-dessus de la société de façon très rapide et même vertigineuse que celui qui est au sommet de l'appareil prend une place qu'il n'avait pas avant. Staline, lui, arrive à cette fonction à un moment où les conditions historiques changent et il saura ensuite les utiliser, ça c'est une autre question. Mais c'est pas lui qui les fabrique, il utilise une situation, il ne la crée pas. Pour la première fois, en novembre 1922, Lénine est absent des cérémonies anniversaires de la Révolution. Trotsky mesure bien les périls qui menacent le parti. Il faut que le parti revienne à l'initiative collective et au droit de critique libre et fraternelle. Il est nécessaire de renouveler l'appareil et de rappeler qu'il n'est que l'exécuteur de la volonté collective. Mais Trotsky hésite à s'engager seul dans la lutte, alors que Lénine, malade, victime d'une attaque, se repose loin de Moscou avec sa femme Krupskaya. Le testament, c'est une lettre de Lénine au Congrès dans laquelle il envisage les capacités, les qualités et les faiblesses de chacun. Les plus importants de ceux qu'il mentionne sont Staline et Trotsky. Il reproche à Staline peut-être ne pas savoir se servir avec assez de mesure de ses immenses pouvoirs, et à Trotsky une tendance à voir le côté administratif des choses. Au fond, il tient la balance égale entre eux. Et quelques semaines après, il se prononce au contraire pour que Staline soit écarté du poste de secrétaire général. Il s'est passé dans l'intervalle que Lénine, malade, placé sous le contrôle du bureau politique, s'est trouvé aux prises avec Staline qui veut empêcher son intervention dans le domaine politique et que ce contrôle que Staline exerce sur Lénine estime qu'il l'exerce contre lui et en particulier contre sa femme Krupskaya qui est sa collaboratrice dans cette affaire. Alors on se trouve dans une situation tout à fait nouvelle, c'est que jusque-là Lénine et Trotsky savaient qu'il y avait un danger général de bureaucratisation de la révolution, mais comme une sorte de phénomène normal et objectif. Or, à partir de là, ils s'aperçoivent qu'il y a un organisme, le bureau d'organisation, et un homme qui l'incarne, Staline, qui sont en train d'organiser le renforcement du pouvoir de cette caste. Alors c'est le bloc Lénine-Trotsky contre Staline qui pouvait représenter le tournant dans ces lendemains de la Révolution et qui finalement n'aura pas de conséquences puisque Lénine tombe malade d'abord, ensuite meurt, sans que ce combat ait véritablement été engagé.